Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin, émission spéciale en direct de la base aérienne 133 d'Aucher. On va vous faire vivre le quotidien de cette base, vous faire découvrir ses missions, ses hommes, pour vous permettre de vivre cet endroit au plus près, auquel vous n'avez pas accès et qui, vous l'imaginez bien, n'est pas ouvert au grand public et à la télévision tous les jours. À mes côtés, le colonel Lapré, commandant la base aérienne 133, le lieutenant-colonel Rival et le capitaine Samuel. Bonjour messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Et puis nous retrouverons tout au long de cette émission Thierry Gelé en des endroits stratégiques de la base pour mieux vous faire vivre et ressentir ce qu'il s'y passe. Salut Thierry, vous êtes où exactement ? Salut Laurence, bonjour à tous. Eh bien, je suis pas très loin de vous, Laurence, pas très loin de la piste d'envol, pas très loin des hangars qui abritent les Mirage 2000D et certains s'apprêtent à décoller, à partir en mission d'entraînement. J'en profiterai pour aller les rejoindre tout à l'heure et pour vous montrer tout ce qui se passe finalement avant leur décollage. Juste ensuite, eh bien, je vais courir pour aller de l'autre côté de la base pour me positionner sur la tour de contrôle et vous faire vivre en direct, en images, le décollage de deux Mirage 2000D. J'en profiterai aussi pour aller à la rencontre des femmes, des hommes qui surveillent le ciel et ses aéronefs. Bref, je suis en mission pour vous, Laurence, pour vous faire découvrir les coulisses de cette base aérienne 133 de Nancy-Aucher. Alors, chaussez vos baskets, vous allez en avoir besoin au vu du nombre de kilomètres que vous allez parcourir. On vous retrouve avec plaisir tout à l'heure, Thierry, aux côtés du pilote qui va procéder à l'inspection de son avion. Première question, colonel. Mon colonel, comment est-ce que je dois vous appeler en tant que femme ? Alors en fait, je commande la base aérienne, c'est ma fonction, mais mon grade est celui de colonel, donc vous pouvez m'appeler colonel. Si nous étions tous les deux de sexe masculin, vous m'appelleriez mon colonel, mon étant le diminutif de monsieur. D'accord, voilà. Mais en tant que femme, j'en suis exempte du coup. Tout à fait. Alors, cette base est implantée sur 2 villages, Aucher et Tuillot-Groseille, 4e employeur du département, après qui, quoi ? Effectivement, la base aérienne d'Aucher, de Nancy-Aucher, est le 4e employeur de Meurthe-et-Moselle. Derrière le CHU et le conseil départemental, ça c'est assez habituel. Et puis la Sauvade qui est au nord du département. Avec combien d'hommes qui travaillent sur le site, sur la base ? Donc nous avons 1600 personnes qui travaillent sur le site en temps normal, sachant qu'en ce moment, vous n'ignorez pas que certains d'entre eux sont un petit peu éparpillés sur la surface du globe pour les missions qui leur incombent. On y reviendra tout à l'heure justement. Moi, je voulais revenir aux missions de cette base. Quelles sont-elles précisément aujourd'hui ? Le but des équipages ici sur la base d'Aucher est de s'entraîner et de se préparer au combat dans les 2 grandes missions que le président de la République peut nous confier, à savoir l'appui-feu, donc l'appui des troupes au sol, là où elles sont déployées, qu'elles soient françaises ou étrangères, et puis la frappe d'objectifs dans la profondeur, comme ils l'ont fait depuis Aucher en 2011 en Libye. Alors c'est une base, colonel, qui date de 1915. On va voir un reportage justement qui retrace les temps forts de cette base entre histoire et émotion. C'est un reportage signé Laurent Parisot. Automne 1915, le plateau d'Aucher accueille ses premiers avions de guerre. La décision de transformer le site en terrain d'aviation a été prise quelques mois plus tôt. Des expropriations ont eu lieu pour transformer 150 hectares de terres cultivées en une base qui accueillera jusqu'à 400 appareils. Le lieu est stratégique. Depuis Aucher, les aviateurs peuvent survoler les positions allemandes en Meuse, mais aussi mener des bombardements au cœur de l'Empire germanique. Abandonné après 1918, le terrain reprend du service en 1939. Il accueille un groupe de chasse et les pilotes de l'escadrille des Cigognes jusqu'à la défaite de juin 1940. Entre 1945 et 1950, le site est mis à la disposition des Américains jusqu'à l'arrivée des premiers avions à réaction de l'armée française. Pour décoller et atterrir, ces appareils ont besoin de pistes plus longues. Des travaux sont lancés à Aucher pour établir une base aérienne. Elle est inaugurée officiellement le 12 janvier 1962. Dans les années suivantes, la BA 133 ne cesse de monter en puissance. Aucher va notamment être doté de Mirage 3E, premiers appareils capables d'attaque au sol à basse altitude, quelles que soient les conditions météorologiques. 25 ans plus tard, et dans un nouveau contexte géopolitique, le Mirage 3E est remplacé par le 2000D, un chasseur bombardier pouvant agir de jour comme de nuit, ce qui vaut aux pilotes d'Aucher d'être déployés sur la plupart des théâtres d'opérations extérieures.
Les escadrons ont ainsi été engagés dans le ciel de l'ancienne Yougoslavie, de l'Afghanistan, de la Libye, mais aussi en Afrique. Des opérations qui supposent une mise à niveau régulière des compétences. Les pilotes Daucher participent aux programmes d'entraînement les plus exigeants. C'est dans le cadre d'un de ces exercices de l'OTAN qu'est survenu l'un des plus graves accidents qu'a connu la base. Le 26 janvier 2015, un avion grec s'écrase au décollage sur la base d'Albacete en Espagne, faisant 11 morts, dont 7 appartenant à la BA 133. Colonel, j'imagine que cet accident est encore à l'esprit, dans le cœur des militaires. Oui, bien sûr. Nous essayons d'aller de l'avant et donc les missions en cela nous aident puisque l'armée de l'air et la base Daucher mènent des missions permanentes depuis le temps de paix. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais effectivement, cet accident fait partie de nous. Nous pensons à nos camarades disparus. Nous pensons à nos camarades blessés qui sont encore en convalescence. Et la cérémonie que nous avons eue en début d'année, donc commémorative de l'anniversaire du drame, nous a permis en fait un petit peu comme un livre de tourner la page et de garder le livre certes fermé mais à côté de nous. Existe-t-il d'autres bases identiques à celle d'Aucher en France? Oui, l'armée de l'air compte encore quelques bases aériennes. Depuis la réforme de son dispositif, elle a fermé environ quasiment une base par an ces 20 dernières années. Il en reste encore une dizaine. Les plus proches, donc celle de Nancy-Auchet avec 1600 personnes, 1600 emplois. Une autre en Champagne-Ardenne à Saint-Dizier, et puis une autre à proximité de chez nous, en Haute-Saône, à Luxeuil. Mais c'est la seule qui possède des Rafales, pour l'instant. Saint-Dizier possède des Rafales. Oui, des Mirage 2000, je veux dire. Voilà. Pour celle et la base d'Aucher d'Aucher est la seule qui dispose de Mirage 2000D. Les escadrons qui sont implantés ici sont équipés de ce type d'avion, et ce type d'avion n'équipe que la base d'Aucher, donc un vrai dispositif rationnel. La dernière base aérienne en France à avoir encore 3 escadrons de chasse, plus un escadron de transformation. Est-ce que vous avez des hommes en intervention quelque part dans le monde actuellement et où? Ces derniers mois, nous avons déployé entre 6 et 9 avions en opération, soit au-dessus du Sahel pour l'opération Barkhane ou son volet force spéciale Sabre, et également des avions en Jordanie qui opèrent au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Actuellement, nous avions 8 avions jusqu'à très récemment. Nous sommes redescendus à 5 et nous devrions nous redéployer un peu plus tard à l'automne pour remonter à 8 avions déployés. L'objectif étant évidemment de combattre Daesh. Tout à fait. En fait, ces interventions sont décidées par le président de la République qui met un certain nombre d'appareils de l'armée de l'air, en l'occurrence les Mirage 2000D de la base aérienne et d'autres Rafales, d'autres bases, au profit d'une coalition. Alors, colonel, messieurs, on va retrouver Thierry, je l'ai près de ce que vous appelez dans votre jargon la hangarette. Thierry, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, Laurence, l'hangarette numéro 1, je vais vous la faire découvrir. En fait, il s'agit d'un petit hangar, une sorte de garage qui abrite le Mirage 2000D lorsqu'il est au sol. Et vous le voyez peut-être juste derrière moi, cet avion, cet équipage s'apprête à partir en mission. Alors les missions d'entraînement sont évidemment quotidiennes ici, que ce soit le matin, l'après-midi, certains soirs dans la semaine. Il s'agit bien sûr pour tous les pilotes, les navigants, l'ensemble des personnels de s'entraîner très régulièrement pour être toujours parfaitement opérationnel. Alors la mission de ce jour, la mission de cet équipage, je vais vous la décrire très rapidement. En fait, ils vont partir dans quelques minutes pour aller se diriger vers le centre de la France, entre Limoges et Cognac. Ils vont faire une mission d'entraînement avec un jeune pilote et un instructeur, un lieutenant-colonel. Ils vont faire ce périple jusqu'au centre de la France pour un bombardement fictif de 3 cibles. Un périple de 1200 km entre 1h30 et 1h40 et vous voyez que ça va très vite. Je vais rejoindre tout de suite le lieutenant-colonel Arnaud. Bonjour. Alors, quelques questions juste avant votre décollage. On se demande évidemment, alors il y a forcément des contrôles de sécurité. Qu'est-ce qui se passe avant le décollage ? Pendant une bonne dizaine de minutes, on fait le tour de l'avion, on vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de fuite de carburant, qu'il n'y a pas de fuite hydraulique. C'est vraiment un système assez performant et c'est un peu comme une Formule 1. Donc si on veut partir sur la route avec une Formule 1, il faut qu'elle fonctionne très bien. Donc dès le début, on fait tout le tour de l'avion pour vérifier que le système est bien conforme. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez juste avant de prendre l'envol ? Est-ce que vous êtes très concentré ? Est-ce que vous êtes un peu stressé ? On est très concentré, pas vraiment stressé, surtout qu'aujourd'hui c'est un vol d'instruction assez classique. Mon équipier qui part pour un vol d'entraînement, lui sera certainement un peu plus stressé que moi, l'expérience faisant la différence.
On est très concentré sur la mission, c'est vraiment notre bureau de tous les jours, donc on se met dans la mission du début jusqu'à la fin, pas de stress négatif, toujours cette petite pointe d'excitation qui fait qu'on est content d'aller en vol et puis d'aller voir le soleil. Aujourd'hui, vous avez vu la météo, donc ça sera quelque chose. Voilà, c'est un peu nuageux, il y a quelques trouées de soleil. Une dernière question, dans cet avion, vous êtes le navigant, il y a le pilote, alors quel est le rôle de chacun ? Alors vous avez devant le pilote et à l'arrière le navigateur officier système d'armes. C'est vraiment quelque chose, c'est une synergie entre les deux, deux membres d'équipage. Moi je m'occupe du pilotage de l'avion, c'est mon métier déjà dans un premier temps. Le navigateur lui s'occupera de la gestion à long terme de la mission, donc du système de navigation et armement pour qu'au final on puisse réaliser la mission proprement. Donc il y a un contact en permanence, un dialogue dans l'avion ? Oui, alors on est séparés par une vitre, donc il n'y a pas de contact physique. Tout se fait à la parole et avec des automatismes et des habitudes que l'on développe au fur et à mesure des missions d'entraînement. Une dernière chose, on vous voit équipé, expliquez-nous, parce que là, forcément, il y a un équipement très spécifique pour un pilote de chasse. Oui, alors vous avez, on va commencer par le bas, donc les rappels de jambes, ça nous accroche au siège éjectable, c'est en cas de pépin. Vous avez l'anti-jet ici, ça c'est pour supporter le facteur de charge, sachant que le premier élément c'est quand même le corps. Et ensuite ici une Mae West avec un système de gonflage automatique si on devait s'éjecter pour tomber, si on doit tomber dans l'eau et puis survivre. Alors jusqu'à combien de G vous pouvez supporter lorsque vous êtes dans un Mirage 2000D ? Alors l'avion est techniquement peut aller jusqu'à 9 G. Sachant que là aujourd'hui on ne fait pas une mission d'entraînement au combat aérien, on va faire une mission de bombardement, donc on ne va pas supporter beaucoup de facteurs de charge. Mais sur les missions d'entraînement au combat aérien, on peut aller jusqu'au maximum, donc jusqu'à 9 G. C'est ce que supportera le corps. Merci à vous, on va vous suivre. Laurent, je vais aller maintenant me positionner sur la tour de contrôle pour vous faire vivre en direct ce décollage. À tout à l'heure. D'ailleurs, on entend là un Mirage 2000D qui décolle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait un bruit énorme. Évidemment, Thierry, vous nous interpellez dès que tout est prêt pour le décollage, de façon à ce que vous puissiez vivre cela en direct avec nous. Lieutenant-colonel, un pilote n'a pas droit à l'erreur. Quelle est la qualité première que doit avoir tout pilote ? Je pense qu'un pilote ou un navigateur doit être déterminé. Il doit être déterminé durant sa formation, afin de ne jamais baisser les bras. Il doit être déterminé également lors des missions d'entraînement ou d'opérations extérieures pour pouvoir être prêt à servir la France, être prêt à mettre en jeu son intégrité physique si la mission le nécessite. C'est pas facile de voler plusieurs heures dans un cockpit d'avion de chasse. C'est avec pas facile cette tenue hyper lourde. De ravitailler en vol par des conditions météorologiques délicates, de nuit, au-dessus d'un territoire hostile. Il faut vraiment être déterminé pour faire tout cela. Alors Thierry l'a dit tout à l'heure, il y a donc le pilote et le navigateur. Si j'ai bien compris, le navigateur cible l'endroit sur lequel le pilote devra appuyer sur un bouton pour tirer, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le Mirage 2000D est un avion biplace. La charge de travail, c'est-à-dire tout ce qu'on nous demande de faire pendant la mission, est répartie entre les deux membres d'équipage. Alors l'un peut surveiller le travail de l'autre et ça permet de voler en toute sécurité. Mais les deux membres d'équipage peuvent aussi travailler sur deux tâches complètement différentes pour gagner en efficacité. Effectivement, c'est un travail d'équipe. Il faut bien s'entendre de préférence. Il faut bien s'entendre. Le pilote est indispensable, bien sûr, mais le navigateur aussi. Alors là, on l'a vu, le pilote qu'on a vu à l'image va partir pour une mission d'1h30, 2 heures environ. Mais jusqu'à combien de temps les pilotes peuvent-ils rester dans l'avion ? Alors le Mirage 2000D est un avion ravitaillable en vol. Ce qui permet de voler encore plus longtemps. Sans ravitaillement en vol, comme vous l'a dit le lieutenant-colonel Arnaud, on peut voler 1h30 à 2 heures. Avec ravitaillement en vol, on peut voler presque jusqu'à 10 heures de vol en Mirage 2000D. 10 heures à l'intérieur du Mirage. Et ça, on y pense moins, ça veut dire c'est très physique. Il faut avoir une condition physique exemplaire, j'imagine. Effectivement, il faut un bon entraînement pour pouvoir voler pendant 10 heures dans un cockpit aussi étroit et pouvoir être en permanence concentré sur sa mission. Alors je vous propose justement de regarder le portrait d'un pilote toujours en formation qu'ont suivi pour nous Thierry Gelé et Jean-François Didier. On regarde puis après on en reparle. À 27 ans, Pierre est un jeune pilote de chasse en formation sur Mirage 2000D. Son parcours est déjà celui d'un combattant. Comme beaucoup, c'était son rêve de gosse. Depuis tout petit, même si dans mon entourage, on n'y croyait pas trop, pas spécialement, parce que il y a ces clichés qui restent constamment avec cette question, est-ce que tu es bon en mathématiques ? On disait, non, pas spécialement.
Bac pro, BTS, investi dans des aéroclubs, il parvient à transformer sa passion en profession en décrochant en 2011 une sélection dans l'armée de l'air. Aujourd'hui, pour cet aspirant, l'apprentissage se poursuit avec chaque jour de nouvelles missions, de nouvelles évaluations. Tu seras responsable de déterminer le type d'attaque qu'on fera en fonction de la météo stimée, ok ? Très bien. Donc tu essayes d'appréhender tout ça. Tous les vols sont sanctionnés par une note. Tous les vols doivent comportent un certain nombre de nouveautés et qu'on va leur démontrer, puis un certain nombre de choses qui sont censées être assimilées, sur lesquelles on va les juger et dont on ne laissera pas passer certaines erreurs. Quand on part en vol, on a cette sensation d'être tout petit face à l'avion. Et en fin de compte, quand on arrive, on rentre dans cette bulle en fait, où on réfléchit plus trop parce que tout a été préparé à l'avance. On fait tout ce qu'on nous demande de manière très professionnelle et très complexe aussi, puisque c'est très exigeant. Donc là, on va s'aligner chacun et on va décoller. 3, 2, 1, et bien, top décollage. Donc la puissance à fond, les deux PC poussent, accélère. À bord du Mirage 2000D, avec une poussée de 9 tonnes 5, soit près de 25 000 chevaux à 900 km/h, cet appareil reste le fer de lance des avions d'attaque au sol français. Il est capable de mettre en œuvre toute la panoplie des armements air-sol. La base 133 de Nancy-Ochet possède une soixantaine de ces Mirages, chacun coûte près de 65 millions d'euros. Les missions confiées aux pilotes de chasse sont multiples. Protection du territoire contre la menace aérienne, renseignement, mais aussi supériorité aérienne et appui sol en opération extérieure. Pour Pierre, il lui faudra encore prouver qu'il est capable de maîtriser l'ensemble de ces exigences, avant peut-être un jour être déclaré opérationnel. Le Graal pour moi maintenant, c'est partir en opération et remplir les intérêts du pays, de mon pays en fait, et de me sentir utile pour la France en fait. En attendant, Pierre va devoir encore et encore voler pour se perfectionner et peut-être un jour partir. 8 Mirages nancéiens sont actuellement en Jordanie pour l'opération Chamal, engagée dans la lutte contre les groupes terroristes. Alors, tout le monde n'a pas forcément le même cursus pour devenir pilote de chasse. Quel est justement, alors que les avions décollent en série sur cette base, c'est le quotidien de toutes les façons, quels sont les cursus pour ceux qui nous regardent et qui voudraient devenir pilote de chasse? Que faut-il faire? Alors vous avez deux parcours différents pour devenir pilote ou navigateur de combat dans l'armée de l'air. Soit vous souhaitez voler très rapidement, et vous pouvez, après le baccalauréat, vous engager dans l'armée de l'air en signant un contrat d'environ 20 ans. C'est la série, là. Soit vous souhaitez ensuite endosser de hautes responsabilités au sein de l'armée de l'air ou plus généralement au sein des armées. Et il vous faut suivre, avant de commencer les vols, la formation à l'école de l'air, qui est l'école de formation des officiers de l'armée de l'air à Salon-de-Provence, et qui recrute sur concours après des classes préparatoires. Classe préparatoire, maths sup, maths spé, en général, effectivement. Car on l'a bien compris, dans ce reportage, n'est pas pilote qui veut. On imagine que lorsqu'on pilote un Mirage 2000D qui coûte quand même 65 millions d'euros et que l'on est envoyé sur un théâtre de guerre pour larguer une bombe, par exemple sur un camp d'entraînement, le doute n'est pas permis. Il ne faut pas se dire... je vais tuer des gens, entre guillemets. Pardonnez-moi de vous poser cette question de façon aussi abrupte, mais il ne faut pas réfléchir. Votre question, elle est finalement, est-ce que l'on a un doute durant la mission? Est-ce que l'on a un doute sur le sens général de notre engagement? Je ne le crois pas. Je vous pose cette question parce qu'il y en a peut-être qui sont intéressés pour piloter un engin, colonel, et qui ne prennent pas la mesure, la dimension de ce que va être leur quotidien après coup. C'est tout le sens de la formation qui est délivrée à Salon-de-Provence à nos officiers de carrière. C'est d'abord une formation militaire qui se double d'une formation d'ingénieur. Donc très rapidement, les jeunes qui entrent et qui ne savaient pas que c'était l'armée vont vite l'apprendre. À partir de ce moment-là, effectivement, tant qu'on n'est pas allé soi-même au combat, je pense que c'est la même chose dans l'armée de terre ou dans la marine, on ne peut pas connaître ses propres réactions. Ceci dit, la formation est normée, les gens sont motivés
et par leur professionnalisme et leur entraînement quotidien arrivent très bien à faire la part des choses. Après, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question. Alors une autre question. Le pays qui nous envoie là-bas et nous exactement, et vous remplissez votre mission tout simplement. Autre question, il ne faut pas avoir de problème de couple, de divorce, de famille, parce qu'il faut être concentré, on l'a bien compris. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas faire partir un pilote justement qui psychologiquement peut être pas complètement prêt et concentré sur sa mission? Ça ne nous est pas arrivé. Les fois où on a eu des équipages qui étaient un petit peu limites, c'est arrivé durant leur formation. Il nous arrive régulièrement, à peu près une fois par an, d'avoir un pilote ou un navigateur qui, de lui-même ou par la décision de ses chefs, au regard de sa progression, est arrêté de progression et réorienté vers un autre métier parce qu'il a des difficultés à appréhender la mission, à superposer la mission tactique en plus du pilotage. Et donc, eh bien ça, c'est le quotidien de nos équipages puisque tous les vols sont notés, tous les vols. Tous les vols. Et il faut savoir aussi que chaque pilote passe au moins une fois par mois dans ce qu'on appelle un simulateur pour tester ses réflexes, ses réactions. Thierry Gelé a testé pour vous, regardez. Bienvenue dans le simulateur du Mirage 2000D de la base aérienne de Nancy-Ochet. En fait, je me trouve écoutez, dans un dôme géant d'un diamètre d'environ 5 mètres, un outil technologique extrêmement performant qui était mis en place entre 1995 et 1996. Devant moi, le colonel Sébastien. Bonjour colonel. Alors, bonjour. On va démarrer une mission. Vous pouvez nous expliquer en quoi elle va consister? Eh bien, nous allons faire une petite mission d'entraînement assaut conventionnel, qui est exactement le type de mission que l'on fait en opération réelle à Nancy. Alors, le débit est bien mis, on a PC mis et on part. Pleine charge. Colonel, je vous pose la question naïvement, mais tout ce qu'on voit, les paysages, les sensations, en fait, le cockpit, c'est comme en vrai, comme dans un Mirage 2000D. Alors le cockpit est exactement correspondant à un Mirage 2000D. C'est une cabine de Mirage 2000D que vous avez ici dans le simulateur et qui correspond exactement à ce qu'on retrouve en réel. Vous pouvez être plusieurs pilotes dans des simulateurs et vous retrouver, oui? Oui, les simulateurs, alors nouvelle génération, style Rafale, sont interconnectés entre eux et donc ça permet de faire des missions complexes à plusieurs avions. Tous les pilotes passent ici régulièrement, pas seulement ceux qui sont en phase d'apprentissage? Alors tous les pilotes passent ici dès la phase initiale au départ et ensuite tout au long de leur cursus. Ouais. Où c'est qu'il est? Je l'ai perdu. Alors ces bruits de jeux vidéo, en fait, ils ont des significations? Oui, là, par exemple, j'appelle ma réserve de carburant. Ouais. Voilà, hop. Donc je vais régler de nouveau le pétrole. On va y aller, ok, il est là-bas. C'est quoi les limites du simulateur par rapport au vol réel? Alors la seule limite qu'il y a, c'est l'aspect sensationnel. C'est-à-dire que vous retrouvez exactement ce qu'il y a dans le cockpit. En revanche, les sensations physiques ne sont pas du tout là. Hop. Hop, voilà, un missile qui est parti. Alors, le flash, c'est quand vous lancez... Ça correspond à un missile qui est parti et qui ne va pas atteindre sa cible. Allez, on est droit devant la tour Eiffel. On va essayer de faire le baron rouge. Entre le premier et le deuxième? Oui. Waouh. On va mourir? Je pense pas. Waouh. Voilà, c'est ça qui est merveilleux avec un simulateur, c'est qu'on peut tout se permettre, même passer entre la tour Eiffel. Ah, bon, et bien là, il va falloir s'éjecter. Ah bon. Éjection, éjection. Voilà, et il faut savoir que Thierry Gelé a un peu retrouvé son âme d'enfant dans le simulateur et le pilote lui a vraiment fait plaisir. Il s'est amusé à lui donner quelques petites frayeurs en passant notamment entre les pieds de la tour Eiffel. C'est dire que tout est possible effectivement. Tout pilote donc passe par le simulateur. Le but c'est de tester ses réflexes dans des conditions extrêmes, c'est ça ?
Effectivement, c'est de mettre en œuvre les plans de secours, les procédures que l'on devra appliquer si la situation l'exige, pour pouvoir s'entraîner au maximum de ce qu'il est possible de faire. Que ce soit conditions météo ou attaque, évidemment. Est-ce qu'une heure dans le simulateur équivaut à une heure de vol aérien, colonel ? Ça dépend du programme qui est réalisé. En tout état de cause, depuis de nombreuses années, l'armée de l'air a estimé qu'il fallait à peu près 180 heures de vol par an pour pouvoir permettre à ses pilotes de s'entraîner à l'ensemble des missions qui sont les leurs et former les jeunes. Avec des avions modernes comme le Mirage 2000D et le Rafale, eh bien, on a eu besoin de développer un peu plus d'heures de vol, ce qui n'était pas possible. Donc, on a pu évoluer sur des avions plus performants comme le 2000D grâce à des heures de simulateurs. Sur ces simulateurs, on apprend la mission de combat, donc les missions basiques. Et puis on mène des missions complexes où on peut simuler des systèmes d'armes adverses qui vous tirent dessus, des missiles guidés ou non guidés. Et puis, comme l'a dit le colonel Rival, on peut s'entraîner aussi à tout ce qui est panne-avion. Oui. Tout ce qui est extinction moteur, etc. Des choses que bien évidemment auxquelles on ne s'entraîne pas dans la vraie vie en coupant de notre unique réacteur. Oui, parce que je vous pose cette question parce que c'est vrai que on imagine que partir en vol a un coût beaucoup plus onéreux que le coût pratiqué sur un simulateur, quoi. Oui, bien sûr, les coûts sont sans commune mesure, d'où l'intérêt de ce simulateur et qui, je le répète, permet de conserver des avions de combat performants dans l'armée de l'air sans augmenter le nombre d'heures de vol réelles dédiées à chacun des équipages. Alors, faut savoir qu'à ce prix, 65 millions d'euros, l'erreur n'est pas permise, on l'a compris, si bien que tout ce qui touche à l'avion est contrôlé, archi-vérifié, notamment le réacteur pièce maîtresse du Mirage 2000D. On vous retrouvera d'ici quelques instants, capitaine Samuel, pour en parler. Mais tout de suite, voyez ce reportage signé Jean-François Didier et Thierry Gelé. Cela pourrait ressembler à une œuvre d'art. Voici le M53P2, le moteur du Mirage 2000D. Un turboréacteur à post-combustion qui fait l'objet de toutes les attentions. Composé de 12 modules, chacune des pièces est inspectée, scrutée, auscultée. Alors ça, c'est une partie de la turbine. Donc on a un disque basse pression avec 67 aubes montées dessus. Donc là, on s'apprête à déposer les aubes pour contrôler le fluage, donc vérifier qu'elle n'est pas trop allongée. Et on va faire un contrôle visuel. Donc tout ça, ça dure à peu près 5 heures de travail. Dans un premier temps, les contrôles sont visuels. Puis nous pouvons aussi faire des contrôles, ce que nous appelons contrôles non destructifs, afin d'inspecter encore plus scrupuleusement l'ensemble des pièces. On positionne notre pièce dans notre robot. Donc voilà, nous on analyse une image, on va dire réelle. Donc de l'eau. Donc le constructeur nous a donné des critères et si c'est pas dans ces critères, donc l'aube est rebutée. Une maintenance permanente pour notre moteur qui doit aussi subir des tests. Et c'est ici au banc d'essai que ces performances vont être analysées. Un véritable coffre-fort pour contenir les bruits, les températures extrêmes générées par la post-combustion. C'est bon pour les harnais ? Le moteur du Mirage 2000 passe obligatoirement au banc d'essai. Pourquoi ? Pour vérifier lors de ces démontages les différents paramètres du moteur, pour qu'un pilote, lorsqu'il change d'avion, il ait toujours les mêmes caractéristiques de pilotabilité du moteur, mais aussi pour vérifier l'étanchéité, pour vérifier qu'une fois que le moteur a bien été remonté, qu'il n'y ait pas de problème de fuite et que le pilote soit serein lors de son vol. La latérale est mise, les capteurs vides sont mis, les drains sont mis, le bois est branché, harnais, tresse de masse. Bon, on va descendre. Enclenche commande PC. On va être sur ralenti PC. Ralenti PC. Plein gaz PC. Étanche. 9000 litres de kérosène seront nécessaires pour opérer ces tests. Des contrôles indispensables pour garantir une fiabilité du moteur, obligatoire pour le Mirage. Le potentiel maximal d'un moteur est de 300 heures. Donc on va le voir au minima toutes les 300 heures. Une attention particulière pour un moteur, un avion qui devra encore voler dans l'armée de l'air française, au moins jusqu'en 2030.
Voilà, alors c'est vrai que, capitaine Samuel, il y a tout un aspect qu'on méconnaît complètement, nous, un grand public, c'est, si j'ose dire, l'envers du décor, tout ce qui est maintenance des appareils. Qu'advient-il une fois qu'un avion atterrit? Qu'est-ce que vous faites? Dès qu'un avion atterrit, en fait, on a une équipe de mécaniciens qui va intervenir directement dessus, déjà pour accueillir le pilote, l'aider à se débrêler du siège éjectable et à le faire quitter l'aéronef. Et ensuite, les différentes spécialités de mécaniciens vont intervenir afin de s'assurer que l'aéronef est toujours intègre, qu'il n'y a rien eu de particulier. Il y a également un dialogue qui existe réellement avec le pilote pour savoir ce qu'il a rencontré en vol et la manière dont on va pouvoir éventuellement dépanner l'avion s'il y a eu un problème. De quel type de panne peut-il y avoir, par exemple, sur ce genre d'avion? Les pannes sont variées dans le sens où c'est un système complexe, donc on peut aller d'une panne de type moteur, avec le moteur qu'on vient de voir dans le reportage actuellement, à des pannes de nature plus électronique, avec tout le système d'armes qu'il y a à l'intérieur de l'aéronef et qui peut ponctuellement avoir des défaillances. Et donc on va changer éventuellement certains éléments d'aéronef. Alors, on va poursuivre cet entretien tout à l'heure parce qu'on me signale dans l'oreillette que Thierry est sur la passerelle de la tour de contrôle, ce qui sous-entend que le décollage est imminent, Thierry. Alors, il va falloir attendre encore quelques minutes. Laurence, effectivement, nous avons monté 93 marches d'escalier pour nous trouver ici à 25 mètres de hauteur. Et regardez, effectivement, on a une vue vraiment panoramique sur l'ensemble de la base. Alors, les décollages, pour être précis, Laurence, ça sera d'ici 3 à 5 minutes, le temps que les avions se mettent en piste. Et puis, j'irai tout à l'heure vous faire découvrir l'intérieur de cette tour de contrôle entièrement rénovée en 2013 qui bénéficie des toutes dernières technologies. Je vous ferai découvrir le métier de contrôleur aérien tout à l'heure. À tout à l'heure. Colonel, une petite réaction. Ça prend du temps entre le moment où le pilote est près de la hangarette et le moment du décollage. Environ combien de temps? Environ une vingtaine de minutes, qui permet d'abord de mettre en route le réacteur, de vérifier que tous les systèmes sont intègres, y compris ceux de génération électrique, puisque tous les systèmes à bord de l'avion sont électriques et fonctionnent grâce à la génération du moteur. Et ensuite, il faut se déplacer de la hangarette, puisque vous voyez que nos hangarettes sont dispersées tout autour de la base aérienne. C'était à l'époque de la guerre froide pour se prémunir d'une attaque d'un bombardier soviétique. L'Union soviétique n'existe plus aujourd'hui, mais les hangarettes restent disséminées aux quatre coins de la base aérienne. Et ensuite, différents checks avant décollage, puisque ce sont les derniers qu'on fait au sol. Après, les problèmes auront des conséquences différentes. Bien sûr. Capitaine Samuel, j'en reviens à vous. C'est vrai qu'il y a tout un aspect mécanique, électronique, armement. 3 grands domaines pour checker l'avion. Tout cela se fait. Alors, l'avion est checké évidemment quand il atterrit, quand il redécolle. Ça prend du temps. Et il a une fiche. À chaque fois, tout cela est validé par une fiche, sans quoi il n'y a pas de décollage possible. Tout à fait. C'est même plus qu'une fiche. C'est-à-dire, c'est carrément une traçabilité, c'est-à-dire un ensemble de fiches qui suit l'aéronef durant toute sa vie. Et également, d'un point de vue informatique, on a une traçabilité complète de tout ce qui a été effectué sur l'avion, et notamment des différents contrôles, différentes butées qui vont arriver. Parce que nous avons à la fois des butées horaires, on l'a vu sur le moteur, par exemple, toutes les 300 heures dans la version maximale, un moteur va devoir être inspecté, et même des éléments vont devoir être changés. On a aussi des butées en nombre d'atterrissage, par exemple, quand on va parler des trains d'atterrissage ou de choses de cette nature, où au bout d'un certain nombre d'atterrissages, on va soit avoir des contrôles, soit des échanges directement. Alors, je me mets à la place de la personne qui nous regarde, qui a un CAP mécanique, qui est mécanicien et qui voudrait travailler sur la base d'Auchet en tant que mécanicien. Est-ce que c'est possible ou pas, ou est-ce qu'il y a des diplômes requis? Oui, tout est possible, c'est-à-dire que toute personne peut intégrer l'école des sous-officiers de Rochefort. Nous avons essentiellement des sous-officiers qui interviennent sur nos aéronefs, ou à la fois utiliser également le voie de recours des militaires techniciens de l'air, qui sont recrutés d'un point de vue local, et qui ensuite, une fois que les gens sont recrutés, ils sont formés bien entendu. Ouais. C'est quelque chose de particulier. Parce que c'est hyper spécifique quand même dans chaque domaine, mécanique, électronique, armement. Tout à fait, nous intervenons sur des aéronefs qui sont spécifiques et qui n'ont pas d'équivalent, on va dire, dans le monde civil. Alors, lieutenant-colonel, combien d'avions sont à terre en maintenance, pour combien qui peuvent voler? Vous avez une soixantaine de Mirage 2000D dans l'armée de l'air,
Et actuellement, sur la base, vous avez entre 20 et 30 appareils et une dizaine d'avions sont sortis chaque jour et réalisent 3 à 4 sorties. Alors, le colonel, le Mirage 2000D n'est plus fabriqué. Non, il n'est plus fabriqué. En fait, c'est un avion qui est issu du Mirage 2000 qui a été fabriqué à la fin des années 80 par Dassault Aviation. Et l'armée de l'air en a acheté 86 de manière à leur permettre de durer jusqu'en initialement 2019 et puis suite à la rénovation MIVI qui a été votée en loi de finances 2016, 2030. D'accord. Ce qui veut dire qu'au-delà de 2030, vous serez doté d'une nouvelle flotte, peut-être des Rafales. Voilà. Après 2030, eh bien, je crois que les études prévoient soit du Rafale, soit éventuellement du drone. Je ne sais pas quelle sera la mission qui incombera à la base aérienne d'Auchet. Et bien évidemment, ça rentrera dans le cadre de la loi de programmation militaire. Alors, ce qui m'a sidéré lorsqu'on est venu en repérage ici sur la base, c'est qu'un Mirage semble résister à tout. Et pourtant, on m'a dit qu'un jour, une grue cendrée avait provoqué un crash. Donc, comment vous vous méfiez des oiseaux et comment c'est possible ça ? Alors en fait, les dégâts causés sont pas tant par le poids de l'avion, mais puisque nous sommes souvent de formation scientifique, 1/2 de MV2 est l'énergie cinétique. Donc l'impact et les dégâts que cause l'avion, essentiellement liés à que cause l'oiseau, est essentiellement lié à la vitesse de déplacement de l'avion, qui est de plus de 900 km/h. Donc effectivement, ça peut avoir des dégâts importants. Comment s'en prémunir ? Eh bien, en fait, on a une section de prévention du péril aviaire sur la base aérienne, avec tout un système d'effarouchement pyrotechnique ou sonore, ou des dispositifs de piégeage. Et de temps en temps, nous avons même un fauconnier qui vient sur la base aérienne. Alors, colonel, on me signale dans l'oreillette qu'on peut retrouver Thierry sur la passerelle, parce que là, franchement, ça va décoller. Oui, Laurent, c'est imminent. La tour de contrôle vient de m'indiquer que le top départ a été donné au premier équipage pour s'élancer, je vous rappelle, sur une mission qui va les amener vers le centre de la France, vers le massif central, pour une mission d'exercice de bombardement fictif. Alors, j'ai demandé à Olivier de tourner vers sa caméra. Vous allez voir donc le premier avion qui s'est présenté au bout de la piste, une piste qui mesure 2 km 500, 2 km 450 exactement. Ils vont donc s'élancer à une vitesse de décollage environ de 250 km/h. Vous voyez donc le premier avion, le premier équipage, le lieutenant-colonel Arnaud et le pilote en formation, donc qui vont partir pour cette mission. Cet exercice, je vous le disais tout à l'heure, les exercices ici sont quotidiens puisqu'ils peuvent se faire le matin, l'après-midi et au moins 2 soirs par semaine. Des exercices évidemment qui sont indispensables pour que les personnels, les pilotes, les navigants, l'ensemble de cette base soit opérationnelle pour être prêt au cas où. Vous voyez donc l'avion présent en bout de piste. Il va donc partir dans un instant. J'entends le moteur qui commence à gronder et je vous laisse écouter parce que le son va être évidemment très très fort. Je vous laisse commenter, Laurence, avec vos invités, ce décollage, ce premier avion, un Mirage 2000D qui va donc s'élancer tout de suite pour une mission d'1h30 à 1h40. Voilà, l'avion part à vitesse qui va atteindre les 250 km/h. Vous le voyez juste passer devant la tour de contrôle et voilà, il prend son envol. Si, on entend très bien. Superbe vol. Voilà, pour ce premier décollage, Laurent, cet avion qui part vers le massif central et qui sera de retour d'ici 1h30 sur la base de Nancy. C'est vrai que quand on assiste à un décollage, colonel, c'est très impressionnant pour nous qui ne sommes pas habitués. C'est vrai que moi j'en ai un peu la chair de poule. Je ne sais pas si ça vous fait toujours cet effet-là. Vous vous êtes habitués. Deuxième décollage, là. Voilà. Combien de décollages par jour en moyenne ? C'est difficile à quantifier parce qu'il y a des jours où il n'y a que 2 vagues d'avions qui décollent. Le mardi et le jeudi, beaucoup plus. En gros, 13 000 mouvements à l'année sur la base aérienne d'Auchet, donc décollage et atterrissage. Voilà. Et vous-même, vous volez toujours ? De moins en moins, mais j'ai encore la chance de pouvoir voler une fois par mois, ce qui permet à la fois moi de garder le contact avec le terrain, de me tenir un petit peu au courant de comment les pilotes vivent leur entraînement et leur retour d'opération, et puis qui me permet aussi de faire des missions d'instruction simples
et donc de décharger les pilotes en escadron de chasse qui sont fort sollicités par leurs heures de vol, puisqu'ils font la moitié de leurs heures de vol en opération en 2015, et 2016 ce sera la même chose, et donc de les décharger des missions d'instruction basiques qui, pour l'instructeur, n'auraient pas de plus-value énorme et qui, pour moi, sont toujours très intéressantes à mener quand même. Voilà. Lieutenant-colonel, une question qui me vient à l'esprit, on peut être pilote jusqu'à quel âge, au vu des conditions physiques exigées? Alors effectivement, on ne peut pas être pilote de chasse ou navigateur de combat toute sa vie. À 40-45 ans, nous devenons moins bons et nous ne sommes plus jugés aptes à être déployés en opération extérieure. Et après, qu'est-ce qu'on devient? Alors après, si on a signé un contrat de 20 ans avec l'armée de l'air, on se reconvertit et on change complètement de vie. Et si on a suivi la formation à l'école de l'air, on peut accéder à des postes à haute responsabilité dans l'armée de l'air, plus généralement au sein des armées. Alors messieurs, je vous propose de retrouver Thierry Gelé qui cette fois-ci est à l'intérieur de la tour de contrôle, endroit forcément stratégique pour une base aérienne, Thierry. Oui, endroit stratégique et endroit plus chaud parce qu'on était dehors. Je peux vous dire que malgré l'été qui est arrivé, il fait quand même un petit peu frais et venteux. Une tour ultra moderne, elle a été complètement rénovée en 2013 et je vais vous la faire découvrir avec le sergent-chef Laurent. Je vous dérange 2 secondes, mais pour que vous puissiez nous présenter, parce qu'on voit que vous êtes plusieurs, il y a évidemment beaucoup d'écrans de contrôle. Vous pouvez nous expliquer les différents postes? Oui, alors donc à ma droite, on a le contrôleur roulage. Donc il s'occupe en fait de faire rouler les avions depuis leur parking jusqu'au seuil de la piste. C'est un peu la police de la route sur la piste, hein, c'est ça? Exactement, il surveille, il fait la circulation, il gère les priorités parce qu'on a aussi des véhicules qui circulent sur cette plateforme. Ça peut être les pompiers, les mécanos et tout le monde est en fréquence radio avec le contrôleur roulage. Ensuite, donc là évidemment c'est le radar. Hein. Le poste où je suis, c'est ce qu'on appelle le poste air-sol. Donc là, on s'occupe de faire décoller et atterrir les avions et également la gestion des appareils qui sont dans le circuit de piste, donc vraiment dans les immédiats de l'aérodrome. Et donc pareil, pour gérer les priorités à l'atterrissage et au décollage. Vous avez forcément des responsabilités assez lourdes. Est-ce que c'est un métier stressant? Ça peut être stressant, par exemple, quand il y a un appareil qui va rentrer avec une panne moteur, où là effectivement on peut avoir une certaine pression qui va commencer à monter. S'il y a plusieurs appareils qui vont rentrer en même temps, certains vont plus avoir de carburant, donc il va falloir les poser rapidement. Et si effectivement il y en a un qui rentre avec une panne, il va falloir gérer les priorités, aller très vite pour poser les chasseurs en toute sécurité. Merci sergent-chef, merci à vous de nous avoir accueillis. On vous laisse parce que vous devez être concentré évidemment. Voilà Laurence pour ce petit tour de la tour de contrôle. À tout à l'heure. Voilà, faites un petit sprint, venez me retrouver pour la fin de cette émission. Je vous attends Thierry. C'est vrai qu'on a vu quelques endroits de cette base, reste qu'on en a vu qu'une infime partie. Il y a combien d'hectares Elle fait combien d'hectares cette base? À peu près 410 hectares, donc pour vos auditeurs de Nancy, ça fait 18 fois le parc de la Pépinière. C'est un monde à lui tout seul que celui de cette base, 1600 personnes on le disait. Vous faites vivre et rayonner, et vous rayonnez bien au-delà des villages d'Aucher, de Thuillier aux Groseilles. Ça se chiffre ça? Oui, c'est le poids de la base aérienne est important, je pense, pour le Sud-Lorraine et pour la Meurthe-et-Moselle. Bon, certes, les 1600 emplois que nous avons évoqués tout à l'heure, mais ça représente combien de familles? Je ne saurais pas vous dire, mais 1600 emplois, ouais. Les gens à peu près, il y a quelques célibataires, des jeunes, et puis il y a quelques gens de mon âge qui ont 2-3 enfants, donc on fait une division par 2, vraisemblablement 800 familles. Sinon, ces gens qui travaillent sur la base aérienne, qu'ils soient de l'armée de l'air ou de quelques services interarmés qui y travaillent, 200 personnes de services interarmés, ont 1100 enfants scolarisés dans la région. Et puis la base aérienne représente à peu près 50 millions d'euros de masse salariale. Donc, Une dernière question, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est vrai qu'on l'a vu avec la baisse des moyens alloués à l'armée, certaines villes de notre région ont vu perdre leur régiment, Commercy, Dieuze-Metz. Ma question est simple, est-ce que cette base, non, on me dit que non, cette base peut-elle fermer, oui ou non, un jour? Pas avant 2030, après la loi de programmation militaire, et nous le dirons. Merci beaucoup messieurs de nous avoir accueillis, merci de votre disponibilité, de votre hospitalité, merci aux équipes de France 3 Lorraine, tout de suite le flash. On se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures en studio. Ciao!